les indigos! Comment ils vont? Aujourd'hui, nous sommes là pour parler jeux vidéo, et plus précisément des jeux qui ont marqué mon année 2023. 2023 fut une année hyper forte en jeux vidéo. Spider-Man, le nouveau Zelda, et j'en passe. Ce fut également la première année d'Indé Indigo, donc mon concept Twitch où je vous présente des jeux indépendants. Et je remercie au passage tous les viewers présents à chaque fois, et avec qui, voilà, bonne humeur, bonne ambiance, trop cool. Nous sommes en fin d'année et mes classements décisifs arrivent dès maintenant de cette vidéo. Donc je vais pouvoir enfin vous parler de ces jeux en 2023 que j'ai pu découvrir qui marqueront ma vie à tout jamais. Et autant vous dire que ces 5 chefs-d'œuvre sont en moi à tout jamais. C'est parti pour la vidéo. Qui ont marqué mon année 2023. Est-ce vraiment compliqué en vue des sorties qu'il y a eu? Dans ce classement, il y aura des jeux qui ne sont pas sortis cette année, un sorti en 2022, deux avec une sortie de cette année mais qui m'a influencé dans le choix d'un autre opus de leur série, et deux qui sont réellement sortis cette année. Bon allez, c'est parti, on commence le classement parce que là j'en peux plus là. J'ai trop envie de vous partager là. En 5ème position, et ça ne va pas étonner certains, c'est Somerville, développé et édité par Jumpship, sorti le 14 novembre 2022. Jouable sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Windows et Xbox Series. Somerville est un jeu en mode solo qui a pour genre le jeu d'aventure et le jeu de réflexion. À la suite d'une immense catastrophe mystérieuse, nous, pères de famille, cherchons à réunir nos bien-aimés dans ce paysage apocalyptique. C'est un jeu de science-fiction qui montre les répercussions de problèmes à grande échelle sur des familles, sur des liens, etc. etc. Donc c'est un jeu vraiment narratif où vous allez traverser un paysage somptueux, poétique dans cette fin du monde. Et en fait, plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez percer les mystères de ce qui se passe. Et autant vous dire que l'antagoniste est hyper intéressant. Mon avis sur ce jeu qui fait que je l'aime énormément, c'est que voilà, nous sommes vraiment dans une poésie scénaristique malgré une fin du monde. Et en fait, j'adore quand c'est complémentaire comme ça, quand c'est beau mais que c'est horrible à la fois, et que du coup ça crée quelque chose de... voilà, une pépite quoi. Les OST, elles sont tellement belles, mais vraiment c'est magnifique. C'est que de la beauté, vraiment Somerville, c'est que de la beauté. Puis l'ambiance, elle est hyper forte, hyper puissante. Nous sentons une menace, mais elle est sous-jacente, donc c'est un peu... voilà, on est un peu comme ça, mais en même temps c'est pas une peur comme les jeux là, Outlast ou Silent Hill, où vraiment on sait que ça va être horrible. Donc du coup c'est hyper jouable, même pour les peureuses comme moi. Et puis vraiment c'est pas pour ça qu'il est dans mes préférés, mais ça reste quand même le premier jeu de Indé Indigo que j'ai pu faire avec vous, donc voici pourquoi il sera d'autant plus inoubliable. En 4ème position, Resident Evil 7. Oui, pas le 4 qui est sorti cette année. Et tout ça part d'ailleurs de sa sortie où voilà, j'ai des amis qui voulaient le faire, et en fait je me suis endormie devant quoi. Je me suis dit waouh, c'est un jeu d'horreur, je suis censée avoir hyper peur, et là je m'ennuie, je me suis endormie. Mon chéri et mes potes m'ont dit on va faire le 7, on va voir si tu te sens bien. Et ouais, c'était le cas, je me sentais pas bien du tout. Donc Resident Evil 7 est sorti le 24 janvier 2017, donc oui, ça commence à faire un bail. Il est développé et édité par Capcom, et il a eu le Game Award du meilleur VR de l'année. Autant vous dire que je le ferai jamais en VR parce que sinon je vais faire une crise d'angoisse et que je vais crever. Resident Evil Biohazard, car tel est son vrai nom, est un jeu en mode solo. Et ouais, t'es bien solo. Et il a pour genre survival horror, tir à la première personne, un jeu d'action aventure quoi. Donc en fait, ce qui est assez original avec le Resident Evil 7, c'est que à la fois vous restez dans l'aventure globale de la série globale de Resident Evil, mais en même temps vous découvrez de nouvelles choses et un nouveau personnage qui n'est d'autre que Ethan. Il a également un passage radical à la première personne, et oui, pas comme avant où nous voyons notre personnage de dos à la 3ème personne. Donc l'action se déroule aux États-Unis dans un lieu bien salubre où vous savez, voilà, il y a beaucoup de gadous et une forêt vraiment hyper flippante et hyper sale. Et nous incarnons Ethan qui est à la recherche de sa femme Mia qui a disparu depuis quelques années, et il a eu voilà, un message, un indice qui fait qu'il va aller dans cette maison, dans cet endroit des États-Unis, une maison vraiment au milieu de nulle part. Voilà, genre au début des jeux tu traverses une forêt dans la nuit, voilà, c'est normal de faire ça. Et en fait dans cette maison il va découvrir des choses étranges et horribles
compris. Tout le jeu se passe dans ce domaine et voilà, vous allez devoir survivre à ce qui se passe à l'intérieur. J'ai pas envie de vous en dire plus parce qu'il y a vraiment toute une histoire avec ce domaine-là et vraiment c'est incroyable, mais c'est aussi un big cauchemar clairement. Et ce jeu il m'a marqué parce que déjà d'être dans un huis clos, dans un domaine, à essayer de voilà de trouver sa femme désespérément. En fait, je trouve ça incroyable que dans un jeu d'horreur, voilà, ça a été mis en place de telle manière qu'un héros ait cherché sa femme, c'est pas si étonnant, mais c'est surtout la manière dont ça a été fait et vraiment cette maison, je vous jure que vous la connaissez par cœur à la fin, elle fait partie de vous. Ensuite, il y a ce scénario complètement addictif où on veut savoir, on veut savoir, on veut trouver, on veut comprendre, on veut tout en fait. Et c'est clairement le jeu et le scénario en fait qui m'a fait aimer les jeux d'horreur au global. C'est pas moi qui joue, hein. Voilà, je l'assume totalement. Mais des gens jouent à côté de moi et des fois j'essaie de participer mais voilà, c'est trop intense pour moi. Peut-être qu'un jour j'arriverai à faire un jeu d'horreur entièrement. Mais en tout cas, j'aime les jeux d'horreur depuis celui-ci. Ensuite, il y a les personnages qui sont tellement singuliers et inoubliables. Je veux dire, Ethan, inoubliable, Mia, inoubliable. Et puis les antagonistes ou l'antagoniste, vraiment, je vous laisserai découvrir, mais c'est incroyable. Ils sont inoubliables, vraiment. Ils sont trop marquants, en fait, et ils ont vraiment leur personnalité, leur histoire propre à chacun, ce qui fait que leur singularité est très belle. Ensuite, je trouve que l'univers de la série est intemporel. Pour moi, dans 50 ans, on pourra encore jouer à Resident Evil. Alors bien sûr que oui, les graphismes, tout ça, ça sera tellement plus évolué, mais en tout cas, l'histoire du 7, vraiment, pour moi, il peut jouer tout seul, on n'est même pas obligé de faire le 8 qui est sa suite, on n'est même pas obligé de faire ceux d'avant. C'est vraiment un jeu qui peut se jouer tout seul et il est intemporel parce que pour moi il peut concerner tout le monde. Vraiment c'est le jeu d'horreur que la terre entière peut jouer, sauf pour les gros peureux, hein. Bien évidemment je précise à pas mettre dans toutes les mains. Et ensuite parlons du sound design incroyable. Vous êtes quand même dans une maison, il n'y a pas de bruit, il y a presque pas de bruit d'ambiance horrifique comme on peut voir dans la plupart des jeux d'horreur. Là vraiment vous marchez, vous entendez les grincements, vous entendez les portes qui se ferment et il y a même des fois où vous entendez les antagonistes à quelques couloirs de vous en fait et c'est incroyable. Limite en fait c'est kiffant alors que t'as peur tu vois, mais c'est tellement bien fait que voilà, c'est une œuvre d'art. Resident Evil 7, vraiment un plaisir d'avoir découvert ce jeu cette année. Comme quoi il ne faut pas juger un jeu à sa série entière. En troisième position, Zelda. Et non pas Tears of the Kingdom, mais Breath of the Wild, car encore une fois j'ai été influencée par la sortie d'un jeu de cette année. Du coup je pouvais pas attaquer Tears sans faire Breath, c'est logique. Je vais même vous dire quelque chose, de base je ne suis pas très Nintendo et ce jeu m'a fait acheter la Switch Lite que vous pouvez voir dans cette vidéo d'ailleurs, et je ne m'attendais pas à kiffer à ce point. Breath of the Wild est sorti le 3 mars 2017 et il est jouable sur la Nintendo Switch et sur Wii U. Et bien évidemment tout est fait par Nintendo. Il a également eu le GOTY en 2017. C'est un jeu en mode solo avec pour genre monde ouvert, donc vous voyez, enfin de base un genre que je n'aime pas du tout, mais que Zelda m'a fait aimer. Jeu d'aventure, jeu de réflexion, jeu de tir, jeu de combat mine de rien, d'action RPG et de gameplay non linéaire. Autant vous dire que Zelda ça ne s'arrête jamais. Zelda Breath of the Wild, c'est l'histoire de Link qui va se réveiller 100 ans après la catastrophe d'Hyrule, qui est devenu un royaume complètement dévasté, et il lui faudra percer les mystères et voyager pour découvrir les mystères de Ganon le fléau. L'aventure prend place dans une énorme map monde où l'exploration sera hyper importante, et sachant que dès le début du jeu vous pouvez aller voir Ganon. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Tout d'abord il faut savoir que c'est mon premier Zelda. Alors j'avais fait Phantom of Glass sur Nintendo DS quand j'étais petite, mais enfin j'étais tellement petite que je sais pas, je comprenais pas trop et du coup je l'ai pas fini. Et du coup depuis j'ai toujours jugé Zelda en mode moi j'aime pas, je trouve ça pas cool, nanani nanana. J'ai joué 20 minutes après ce Wild, j'ai kiffé ma race et je suis allée m'acheter une Nintendo Switch. C'est bon pour vous? What the fuck? Donc déjà Breath of the Wild aurait une place particulière dans mon cœur parce que c'est vraiment le premier Zelda voilà, que j'ai kiffé et qui m'a fait aimer Zelda. Ensuite ce que j'aime énormément dans Zelda, c'est le fait de partir à l'aventure. On sent vraiment là qu'on est un aventurier et l'immersion est incroyable, elle est extrêmement bien faite. Quand j'ai envie de voyager dans la vraie vie, hein, et bah voilà, je me dis en attendant je joue à Zelda. Ensuite je trouve l'histoire assez simpliste, je vais pas vous mentir, mais les enjeux que Link a nous donnent vraiment envie d'être un héros et de sauver Hyrule. Et aussi le point fort de Zelda, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils ont fait, mais on devient hyper attaché à Hyrule en fait. Hyrule c'est notre deuxième chez nous, on a envie d'en prendre soin, on a envie que tous ses habitants y soient heureux. Après la seule chose que j'aurais un peu à dire, c'est que je suis un peu déçue du combat final avec Ganon. Je pense que pour les gens qui jouent beaucoup à Zelda, vous comprenez pourquoi. Mais autant vous dire que je suis pressée d'être à Zelda Tears of the Kingdom.
Et ensuite, on arrive au numéro 1. Et ça vient de mon cœur à 1000%. Final Fantasy XVI. Oh là là, vraiment j'ai trop aimé. Rien d'en reparler, j'ai les larmes qui montent. Alors après, je suis pas hyper objective parce que je suis extrêmement fan des Final Fantasy. Vraiment, j'adore cette licence, je la trouve incroyable. Des histoires magnifiques, des univers magnifiques. Et le 16 m'a particulièrement touchée et je vais vous expliquer pourquoi. Les développeurs ne sont d'autres que Square Enix avec l'aide de Creative Business Free, je crois que ça se dit comme ça. Et bien évidemment, l'éditeur lui-même n'est d'autre que Square Enix. Il est sorti le 22 juin 2023 et je peux vous dire que cette date je l'ai attendu longtemps. Il est jouable sur PlayStation 5 et sur Windows et c'est un jeu en mode solo, d'action RPG, de jeux de combat et de jeux d'aventure. Final Fantasy XVI se situe à Valisthea, un empire dont la spécificité est de contenir les 6 cristaux-mères qui produisent l'éther, donc de la magie. Autour de chaque cristaux-mère s'est construit une nation. Chaque cristaux-mère détient un élément. L'air, le feu, la glace, la terre, etc., etc. Et du coup, chaque nation profite de la magie que l'éther produit. Sauf que l'éther commencera à se tarir, ce qui sèmera le chaos et un gros bordel en fait dans ce monde. Et du coup, chacune des nations vont se faire un peu la guerre pour récupérer l'éther de l'autre. Et sachant que l'éther et donc les cristaux contrôlent le bien-être du monde et de la planète. Et n'est pas très content du comportement des hommes. Le but de cette quête est de s'émanciper des cristaux. Il y a les primordiaux qui sont les entités les plus puissantes de Valisthea qui résident dans le corps de simples mortels qui sont des créatures qui représentent l'élément d'un cristal mère et du coup ces simples mortels peuvent devenir et contrôler le pouvoir des créatures liées à l'élément. Certaines nations admirent leurs émissaires, donc les émissaires sont les mortels qui portent les primordiaux et d'autres nations les traitent comme de la... Dans tous les cas, les émissaires doivent échapper à leur destin cruel. La plupart des habitants de Valisthea peuvent à peine utiliser de la magie en ayant vraiment un bout de cristal sur eux. Et sinon, nous avons les pourvoyeurs qui sont nés avec du pouvoir en eux et peuvent en utiliser, mais c'est rien d'hyper puissant quoi. Et nous incarnons Clive qui va être lié à l'empire du cristal du feu. Et en fait, il va se passer énormément de choses car il est le fils du roi de cette nation-là. Et vous allez vivre des choses tellement puissantes, les liens puissants que Clive possède et surtout la personne qui va devenir, car lui seul va comprendre qu'il va falloir s'émanciper du pouvoir des cristaux mères. C'est incroyable. Déjà, je trouve que l'univers... Alors oui, sur le coup, on peut dire que c'est un peu compliqué, mais c'est juste logique. Les pouvoirs dominent les nations et les gens sont soumis au pouvoir et pensent être maîtres du pouvoir, justement, des cristaux mères. Je trouve que c'est une critique du pouvoir. Et l'histoire, elle est tellement belle. Et j'ai pleuré à plusieurs reprises, je vous le dis. On a tous pleuré. On a tous pleuré sur Final Fantasy XVI, je vous le dis. Donc déjà, mon avis sur Final Fantasy XVI, c'est que je suis extrêmement fière de Square Enix parce que, je vais me faire taper sur les doigts, je n'ai pas beaucoup aimé le Final Fantasy XV, que je réessayerai un jour, hein, mais j'étais plutôt déçue. Et pour moi, ils ont su remonter la pente, vraiment. Final Fantasy XVI, ça a marqué plein de monde, plein de gens ont aimé. Et puis, ils sont allés dans un univers fantasy plus médiéval que j'appréhendais énormément, mais le médiéval, il est pas aussi criard. Alors oui, nous avons les armures, etc., machin, mais c'est pas ce qui prime. Ils ont extrêmement bien joué la carte du médiéval dans le Final Fantasy XVI. Les OST, pareil. C'est que des musiques instrumentales, orchestrales, et ça vous crée un univers quand vous jouez, mais quand vous vous tapez, vous êtes à fond, quoi. Genre... C'est incroyable. Moi, je peux vous dire, hein, je suis la playlist Spotify et je m'enjaille toute seule. Il y a quelques trucs un peu vieillots, hein, je vais pas vous mentir, genre la TH, il est immonde, vraiment à l'ancienne, mais en fait, on s'en fiche et on pardonne parce qu'il y a vraiment d'autres choses. Et surtout, les scènes épiques à gogo. Non mais... Mais il y a des scènes dans Final Fantasy XVI épiques que tu oublieras jamais de ta life. Et il y en a plusieurs, il y en a plein. Et en fait, si vous kiffez l'épique, foncez. Ensuite, le gameplay, il est un peu simple, mais il y a des paramètres qui fait que vous pouvez un peu durcir le jeu. Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont vraiment favorisé le scénario. Et vu que je suis une joueuse scénaristique, bah forcément, ça m'a plus touchée. Ensuite, je dirais juste... Clive
Clive est un personnage incroyable, il fait partie des personnages les plus puissants de tous les personnages de Final Fantasy, hein. Je parle de tous les Final Fantasy. Il est inoubliable, c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit parce que je le trouve très humain. Pas humain, vous savez, cliché, c'est vraiment un être humain. Quand il fait des fautes, il s'en rend compte, mais il est pas en mode « j'ai fait une faute ». Il est juste super humain, il est très bien écrit, pour des raisons que certains savent, juste, vous l'oublierez jamais. Et puis je citerai même tous les personnages, c'est-à-dire que tous les autres primordiaux, l'antagoniste, il est incroyable. Vraiment, voilà, c'est très bien travaillé, du pur Square Enix. Et puis Valisthea en fait. L'univers de Final Fantasy XVI est fascinant, il est magnifique, des fois vous rentrez dans des lieux, vous êtes comme ça. Et vraiment vous collez votre vie. Moi j'ai pris en photo le nombre de screens, j'ai jamais fait autant de screens sur ma PS5, hein. J'ai clac clac clac, c'était trop beau. Et j'aime beaucoup les enjeux de la quête du héros, un peu comme Zelda, mais je trouve ça encore plus hardcore, c'est plus dramatique en fait dans Final Fantasy XVI. Vous voulez y aller, hein, vous voulez y aller avec Clive parce que vraiment les enjeux ils sont beaucoup trop dangereux et difficiles et horribles et chaotiques en fait. Et puis comme d'habitude, enfin comme la plupart des Final Fantasy, ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils mêlent l'histoire du jeu, l'histoire de Final Fantasy à notre réalité à nous. Et ça, je vous laisserai découvrir en quoi. Et puis la fin est inoubliable, à jamais dans mon cœur. J'ai dû quitter le live pour faire sortir toutes mes émotions. Voilà. Ça commençait un peu à se voir, hein, on le voit. Je suis extrêmement triste. Il fallait vraiment que je quitte le live et toutes mes émotions sont sorties quoi. Cette fin mais à jamais dans mon cœur vraiment. Et il m'a fallu 2 mois pour me mettre au jeu vidéo après Final Fantasy XVI. Ensuite, une petite mention spéciale. C'est parti! Ensuite en deuxième position, et alors ça me fait mal au cœur de le mettre en deuxième, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre, Alan Wake 2. Oh, mais quelle œuvre d'art, mais quelle œuvre d'art. Et j'ai acheté ce jeu, j'ai rien regardé, aucune vidéo, mais j'avais vraiment une intuition en moi qui me disait joue à Alan Wake 2, joue à Alan Wake 2. Et j'ai bien fait, je suis hyper heureuse, d'autant plus que je l'ai acheté le jour d'Halloween. Trop bien. C'est donc sorti le 27 octobre 2023, développé par Remedy Entertainment et édité par Epic Games. Il faut savoir qu'il y a déjà Alan Wake 1 qui est sorti il y a longtemps, en 2010 il me semble. Et en fait je l'ai fait avant de l'acheter et bon c'est pas un jeu hyper cool. Mais le 2 n'a rien à voir. C'est-à-dire que restez pas sur le 1 pour ceux qui ont fait le 1. Faites le 2 vraiment. Du coup il se joue en mode solo bien évidemment et encore une fois t'es bien solo. C'est un genre d'aventure, survival horror, de réflexion et de jeu de tir à la 3e personne. Et oui tu vas vouloir tirer toute ton âme je te le dis. Il est vraiment pas évident de décrire Alan Wake 2. C'est une expérience unique où vraiment le jeu, la photographie, le cinéma est mélangé. Et ce n'est absolument pas dérangeant de d'un coup passer à une image plutôt cinématographique de cinéma plutôt qu'à une image de gameplay. Du coup vous voyez vraiment les vrais acteurs des personnages du jeu dans des scènes de cinéma et c'est incroyable. Alan Wake est un écrivain de polar à succès vivant à New York qui a disparu en 2010. Lors de ses vacances sur la côte nord-ouest du Pacifique, il est parti avec sa femme Alice mais a vécu des événements tragiques avec des forces ténébreuses surnaturelles. Celles-ci ont transformé le récit horrifique d'Alan Wake en réalité. Ouais. Du coup, Alan Wake est quelque part, et je vais pas vous dire où, et il n'est pas mort malgré qu'il ait souhaité à maintes et maintes reprises. Mais je peux vous dire que l'endroit où il est juste un cauchemar. Et en fait, on va jouer également Saga Anderson. Ces événements surnaturels va la mêler à tout ça. Et elle est une talentueuse agente du FBI qui va faire partie de cette enquête, à la recherche d'Alan Wake, à essayer de comprendre ce qui se passe à Black Falls, donc là où se sont passés les événements en 2010. Je le répète, c'est incroyable. C'est un jeu incroyable.
Déjà, Saga Anderson, qui est pas le personnage principal en soi, parce que le jeu s'appelle Alan Wake, la série s'appelle Alan Wake, et bah mine de rien, souvent, on n'a pas trop envie de jouer avec le personnage qui n'est pas le personnage principal. Sauf qu'en fait, quand tu joues avec Saga, t'es un peu plus rassuré, parce qu'elle est talentueuse, et elle est parfaite dans son domaine d'agent du FBI, et je vous jure, vous êtes content de jouer avec elle. Vous êtes très content. Et en fait, du coup, j'aime autant jouer avec Saga qu'avec Alan. Donc déjà, ça, c'est une réussite scénaristique très fort. Ensuite, faut-il avoir joué au premier Alan Wake? Bien sûr oui, ce serait le mieux. Nous, personnellement, avec Idriss, on l'a pas fini parce qu'il était pas hyper stimulant. Mais on a regardé une vidéo sur YouTube et ça nous a largement suffi à comprendre le 2. Donc ensuite, mon avis, il est gigantesque. Tout d'abord, c'est une des plus grosses œuvres d'art qui est sortie depuis des années. C'est vraiment un jeu époustouflant, sublimissime, où tout va. Il y a des petits bugs, des tout petits bugs. Remedy font énormément de mises à jour depuis la sortie pour guérir tout ça. C'est pas des bugs hardcore comme Cyberpunk quand c'est sorti au début. C'est juste des petits halos de lumière ou des trucs comme ça. Mais en fait, on comprend pourquoi tellement qu'ils ont mis des milliers d'éléments dans un jeu en fait. Ensuite, je vous le dis, il faut avoir fait une fois dans sa vie Alan Wake 2. Vous êtes des geeks, vous kiffez les jeux vidéo scénaristiques, vous kiffez le travail bien fait. Alan Wake 2, il faut y jouer. C'est presque aussi beau et je dirais que c'est autant beau. Il y a plus de bugs quand même, mais que The Last of Us 2 pour vous dire. Tellement qu'il est magnifique. Surtout quand on est avec Saga, je trouve, c'est incroyable. On est dans des ambiances de forêt magnifiques avec des lumières qui passent à travers les feuilles. Vraiment, Remedy, ils ont voulu prouver quelque chose en disant nous sommes un studio qui en vaut la peine. Et pour moi, c'est réussi. Vraiment, c'est réussi. Ensuite, le scénario, c'est un scénario de génie. Un peu à la série Dark, comme dans Netflix. Dark, il y a des gens qui n'ont pas compris parce que vraiment, il y a des branches scénaristiques de partout. Là, vraiment, il y a des branches scénaristiques qui se développent au fur et à mesure dans Alan Wake 2. Mais c'est très compréhensible. Et on se dit, mais le scénariste ou les scénaristes, mais vous avez quoi dans le cerveau? Vous êtes incroyable quoi. Voilà, c'est psychologique et on comprend petit à petit. Et oh là là, le paysage il s'ouvre de plus en plus. T'avances dans le jeu, ça s'ouvre encore plus. Mais tu te dis, mais ça va s'arrêter quand? C'est incroyable. Et ensuite, c'est le genre de jeu où quand vous posez la manette, pendant plusieurs heures, vous y pensez un peu encore. Vous êtes en mode putain, mais waouh. Mais en réalité c'est ça, mais c'est passé ci, c'est passé ça, c'est faux. Et du coup, pour rencontrer une deuxième phase du jeu qui est hyper incroyable, il faut vraiment avoir le cœur accroché. Du coup, on peut pas s'ennuyer avec Alan Wake 2. L'ambiance, elle est monstrueusement bien faite. Vraiment. Mon chéri n'a pas eu peur depuis justement Resident Evil 7 autant. Il en a même plus peur que Resident Evil 7. Pour vous dire à quel point Alan Wake est fou. Le sound design aussi, il est incroyable. Vraiment, vous avez de la musique qui va parfaitement bien avec l'ambiance. Des fois, je fais des Shazam comme ça. Alors, c'est juste des bruits d'ambiance. C'est incroyable. Vraiment, vous vivez l'aventure à fond. Et en plus de ça, quand vous finissez un chapitre, vous avez une chanson qui se met en place dans votre écran. Je pense que Remedy a fait ça justement pour respirer du chapitre qu'on vient de vivre. Et d'ailleurs, sur Spotify, vous avez toute la liste des musiques. Et il y a des musiques, enfin vraiment, waouh, c'est incroyable. C'est un jeu unique. Et je peux pas vous dire d'autres qualités du jeu parce que sinon ça va vous spoiler en fait. Vraiment la pépite. Et je finirai sur une chose pour Alan Wake 2. Il mérite le GOTY. Alors je sais, vous allez me parler de Spider-Man, de Zelda, etc. Mais il est tellement unique. Je le répète, il y a tellement d'éléments dedans. Faites le jeu et vous comprendrez pourquoi je dis qu'il mérite le GOTY de cette année. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Sachez que cette année, il y a eu des accusations sur la violence des jeux vidéo. Bien sûr qu'il y a des jeux vidéo très violents et il faut faire attention à qui joue à quoi. Mais pour ma part, le jeu vidéo, comme les livres, m'ont beaucoup aidé dans ma jeunesse pour sortir de certaines réalités que je ne voulais pas voir. Les jeux permettent de nous émanciper, la culture en fait en général, et les jeux qu'on le nom font partie de la culture. Et oui, la réalité des choses, c'est que même si on s'émancipe en jouant, dans la réalité, nous restons juste des gens devant une console. Mais voyager cérébralement, il n'y a rien de grave à cela en fait. Au contraire, nous apprenons des choses avec l'histoire de personnes qui ont écrit des choses. Alors bien sûr que oui, il faut vivre la vraie vie également, mais pour certains, les jeux vidéo, c'est rêver. Pour certains, ça leur fait apprendre des choses telles que des valeurs et le non-jugement. Moi, par exemple, Beyond Good and Evil, ça m'a appris que je devais pas croire toujours
ce qu'il y avait à la télévision. Et oui, j'ai joué à ce jeu, j'étais très jeune, il m'a marqué, il m'a pas traumatisé. Mais en fait, c'est un jeu qui vous montre que voilà, des fois ce qu'il y a à la télé, c'est pas vrai, que des fois on va nous utiliser. Bah voilà, moi ce jeu m'a vite appris que non, fallait pas que j'écoute tout ce qu'on me dit. Donc je finirai par une phrase qui m'est extrêmement importante. La culture est là pour nous rassembler et non pour nous diviser. Le vendredi 8 décembre, de 1h30 à 5h du matin, nous avons les Game Awards. Et autant vous dire que je vais prier fort pour Alan Wake 2. Mais il y a tellement de jeux qui méritent le GOTY en fait. Dis-moi en commentaire quel jeu tu aimerais qu'il obtienne le GOTY. N'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube, à mon Instagram, à mon Twitch et à mon TikTok, la page Indigo, pour plus de contenu, de divertissement et de partage. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à plus.